Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver malgré les difficultés techniques que je rencontre ce soir. Je vais passer comme ça, vous allez voir un moment la caméra, j'espère qu'elle va tenir. Salut Chostigal, comment tu vas? Fait plaisir de t'avoir avec nous. Très content de t'avoir. Eh ben ça arrive fort, je vois que ça arrive fort alors que le tweet est même pas parti, vous êtes exceptionnels. Bonsoir à tous. Alors j'ai un petit peu de décalage sur mon retour, mais oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, la caméra fonctionne à peu près. J'ai un teint cadavéré qui est au fond peut-être, ce que vous entendez un de mes petits pleurer puisqu'on se lui coupe les griffes. Live torture animale, donc bienvenue. Super forme, bah tant mieux, ça me fait plaisir. Bon écoutez, vous me laissez 5 petites secondes pour que je fasse un tweet parce que je suis très très mal organisé. Évidemment, le PC en a chié sa race pour pouvoir se lancer, donc j'avais très peur de ne pas pouvoir lancer le live. Il m'a fait une mise à jour Windows qui a duré 43 minutes, j'ai pas vu ça depuis Windows 98, c'est un pur bonheur. Donc, euh, donc voilà, c'est dans la difficulté, la douleur, mais on est là, toujours vivant, rassurez-vous. J'ai pas la suite, toujours debout. Hop là, et puis tant pis pour les noms à mentionner, tant pis, c'est pas très grave. Les gens auront la notification, les gens verront. Bon bah écoutez, à part Shosti, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Que si votre équipe est en playoff, qu'elle performe en playoff, pensez aux fans des Hawks qui se font défoncer, aux fans des Raptors qui ont vraiment pas de chance et qui se font rouler dessus. Euh, Est-ce que je suis passé à Windows XP? Bah, difficile. Mais tu sais, c'est avec beaucoup d'émotion. Moi, j'avais mon petit Windows 98, mon Adibou, mon solitaire, mon petit Freecell à gauche à droite, et j'avais mes repères, quoi. Et là, la technologie, c'est compliqué. Donc ouais, Windows XP actuellement ici. Mais et une machine qui rame du fion, quoi. Je sais même pas comment je live. Ma femme, elle est très surprise que le PC arrive à liver vu qu'il n'est pas capable de faire en même temps un document OpenOffice et un tableau Excel. Donc c'est un miracle, c'est le miracle du stream que je sois avec vous sur cette machine alors que je vois que la caméra elle galère à capturer ma tête. On peut faire du Matrix ici, hein. Vous voyez que si je me décale, il y a mon image résiduelle qui reste. Donc voilà, un pur bonheur visuel, hein, j'en suis désolé. Mais bon, vous connaissez, c'est envergure, on n'est pas encore en NBA. On n'a pas encore les gros moyens, on a des billets verts, mais on les garde dans les coffres des voitures pour recruter des joueurs. Donc voilà, c'est un peu plus artisanal. Mais voilà. Bon, écoutez, alors c'est pas pour foutre le seum, évidemment, et je vais le faire quand même, mais là j'ai la chance de pouvoir être en vacances scolaires, hein, vu que si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, vous savez peut-être que je suis enseignant. Donc ce qui dit vacances scolaires dit plus de live et live un peu plus préparé. Donc on avait attendu avant de faire les plus gros joueurs, on avait quand même sorti un petit Jabari Smith, on avait fait un Chet Holmgren avec Alan, on avait vu quelques prospects de la loterie quand même, on avait fait Keegan Murray, on avait fait Dereon Seaborn pour moi qui est loterie, on avait fait Bénédicte Mathurin, mais il nous manque des gros joueurs et on va essayer de profiter de ces vacances pour les aborder, notamment AJ Griffin, on pense ici à Paolo Banchero évidemment, on pense ici peut-être à un Chet Holmgren à ma sauce avec un peu plus de clips encore, vu que la dernière fois on avait fait un gros live et on était allé sur Chet. Voilà, on avait un petit peu détaillé, mais on n'avait pas pu prendre énormément de temps sur de l'analyse, donc peut-être qu'on le refera si on a le temps. On pense aussi à la paire de Baylor qui me tient à cœur et que j'ai de côté depuis un bout de temps, Jeremy Soran et Kendall Brown, les deux freshmen qui sont partis à la draft, qui ont déclaré. Donc voilà, il y a du gros programme. Fais tout juke d'un coup, t'emmerdes pas. Mais je pense que je vais faire une spéciale juke avec Banchero et AJ Griffin et on va essayer de d'interpeller toutes les équipes qui puent la daube et qui sont au fond du gouffre. On pense aux copains de Sacramento qui ont besoin d'un ailier, là on en fera deux. On pense aux copains d'Indiana, on pense aux Rockets, aux Pacers, etc. Donc il y a moyen que ces gens-là, comme dit Jacques Brel, soient peut-être intéressés. Et voilà, on fera un Duke, on fera un Baylor, on fera voilà, on s'organisera et on essaiera de tout traiter. Donc c'est le projet des vacances, c'est mon débat présidentiel de second tour à moi.
Et Orlando, évidemment, je ne veux oublier personne. Orlando, euh, qui, qui ont un Jonathan Isaac qui est payé par la Cotorep et la Sécu depuis un bout de temps maintenant. C'est plus un dossier MDPH qui là, c'est l'institution de la santé publique, le pauvre Jonathan Isaac. Mais oui, effectivement, Orlando. Donc ouais, voilà, on essaiera de faire ça pendant ces vacances-là. Euh, comment dire, la seule restriction que je vais avoir, c'est le fait que je prépare la chambre de ma petite. Donc, si vous me voyez arriver avec des grosses taches de peinture turquoise et rose pastel, c'est que j'aurais fait une journée peinture avant. Mais voilà, en tout cas, c'est l'objectif. L'objectif de boucler le tour des gros prospects et puis après on s'arrivera, enfin on s'amorcera tranquillement, pardon, vers la soirée draft. Vu que c'est le 23 juin, donc on est à 2 mois de l'événement. Et là, on a quasiment tous les gros noms qui ont commit. Alors, on en parlait sur Discord d'ailleurs. Si vous nous rejoignez et que vous ne savez pas qu'on a un Discord, eh ben écoutez, rejoignez-nous. Normalement, voilà la commande fonctionne. On en parlait sur Discord. Il y a des questions sur Darren Sharp, le prospect qui a rejoint Kentucky en plein milieu de l'année, qui devait être encore au lycée, qui a réussi à valider des crédits de façon totalement officielle et officieuse et qui a pu commit à la draft parce il aura 19 ans le soir du 23 juin, donc il est éligible mais il n'a pas joué de l'année et on nous a demandé si on ferait du contenu dessus, des podcasts, si on ferait des streams, etc. Le problème pour Darren Sharp, c'est que bah il y a rien, il y a vraiment rien. Vous trouvez quelques matchs de lycée de phase de qualité très moyenne où le joueur est très peu investi, on connaît le high school. Vous trouvez des vieux matchs avec Team Canada où il avait joué les U16, donc ça remonte à plus de 2 ans déjà, donc son corps a beaucoup évolué, son jeu aussi. Et sinon c'est le désert, donc assez compliqué d'en parler. En tout cas, à titre personnel, sur la chaîne Twitch, je ne me risquerai pas euh, à l'analyse de Leon Sharp parce que ben, ce serait pour moi du charlatanisme et on essaie de on n'est pas toujours les plus aboutis en termes de technique, on a des avis qui sont discutables, mais on essaie d'être un minimum rigoureux et donc voilà, pour moi des one shot impossible à traiter ici. Maintenant il y a toute l'équipe envergure là qui est sur le qui-vive pour essayer de trouver du contenu sur le joueur et essayer d'avoir une analyse un peu détaillée pour que vous puissiez avoir des infos le soir de la draft si votre équipe se lance dans l'inconnu avec notre ami Sharp. L'arrière est lié. Du coup, énorme prospect. Kamagaté a commit, j'ai vu, ouais, aujourd'hui. Alors on peut se faire un tour des joueurs qui ont commit, on peut regarder ça. J'ai peut-être ma liste sur le côté, j'ai Manu qui m'envoie des tweets tous les jours en gros noms. Euh, touk. Ah, excusez-moi, il y a le patron qui m'envoie un message. Hop, je lui dis qu'il n'y a plus qu'à mettre la liste de noms. Hop là. Salut docteur Alexandre McCoy, bienvenue à toi. Et merci de nous rejoindre, je vois que c'est ta première fois avec nous, donc installe-toi tranquillement. Tu vas voir, il y a très peu de moyens techniques, mais on essaie d'avoir une bonne humeur. Oh là là, les cernes que ça me fait. Fou, là, je suis la fierté des fonctionnaires quand on fait semblant qu'on a travaillé. Hop là. Donc ouais, on se disait la liste des noms. La plupart des gros joueurs ont lancé. Il y a des choses un peu plus surprenantes qui sont tombées. Donc on a par exemple notre ami Tyrese Hunter de Iowa State, le meneur qui a commit de façon beaucoup trop avancée, donc très peur de ça. On a la confirmation donc de Bénédicte Mathurin, on a Mathieu Strazel en français qui a commit le tout petit meneur qui joue avec l'Asvel, qui est dans le projet de développement de l'Asvel, donc Mathieu Strazel 1m82, créateur de tir hyper efficace, mais vraiment une taille très limitante. Donc Mathieu il se présente et on va lui espérer le meilleur, même si je suis pas le plus rassuré sur le dossier, je pense que ça peut être un retour au pays assez rapidement.
Jules Bernard de UCLA qui va à la draft. On a quoi encore? On a Rémi Raquez qui lui va rester un an de plus. AJ Griffin n'a pas encore annoncé, non. Alors il y a une date limite, c'est dans la semaine hein, qui va arriver, je crois, pour les prospects NCA, en tout cas américains. Euh, Pendant que les Européens ont un peu plus de temps, et pareil, les prospects en NBL ont un peu plus de temps, même si les deux Français, Ousmane Dieng et Hugo Besson, se sont tous les deux déclarés pour la draft. Ousmane Dieng qui a fait un début de saison assez compliqué, il faut le dire, hein, du côté des New Zealand Breakers, et Hugo Besson qui a fait du Hugo Besson depuis, comme on le connaît, depuis Saint-Quentin, qui a planté du point à outrance, et les deux se sont inscrits à la draft. Alors Ousmane Dieng a vraiment fait remonter fortement sa cote dans les dernières semaines, dans les derniers mois de compétition. Donc on peut avoir un espoir dans le joueur. Peyton Watson, il va pas fan du moon, voilà. Peyton Watson, par exemple, si vous n'êtes pas hyper, comment dire, si vous n'êtes pas hyper assidu sur la NCAA, même si vous l'êtes, c'est un freshman très 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 coté qui jouait à UCLA, enfin qui ne jouait pas justement à UCLA, qui avait à peine 10 minutes par match dans une équipe de vétérans avec Johnny Juzang, Rémi Raquez, avec Jules Bernard, etc. Donc le Peyton Watson fait une première saison discrète où on n'a pas vu énormément de choses. Vous avez un scouting report de Julien qui est tombé en amour du joueur malgré un temps de jeu limité. Et lui fait le choix d'aller à la draft quand même. Donc c'est vraiment un peu une énigme. On drafterait sur le potentiel et il faudra voir ce que ça donne. Sachant qu'encore une fois, les joueurs qui s'inscrivent à la draft avec le nouveau système qui a maintenant 2 ans euh, peuvent revenir en NCA si jamais ils voient qu'au niveau des processus de draft, au niveau des workouts, des interviews individuelles, les retours sont pas hyper positifs, qu'on leur garantit pas un premier tour. Ils peuvent revenir à la fac si jamais ils n'ont pas pris un agent, en tout cas pas un agent agréé et certifié par la NCA. Donc voilà, pas étonné si des mecs comme Peyton Watson qui vont un peu en early, finalement se rétracte, quitte à transférer de fac derrière pour avoir un plus gros temps de jeu, et ça se voit assez régulièrement en NCA. On a eu, salut Joe, bienvenue à toi, très content de t'avoir avec nous. On a eu en annonce Claire Calvin Smith et Jaron Sebron de NC State qui sont allés. Watson il a pris un agent justement, ah possible, possible. En tout cas j'ai vu qu'il a fait un tweet avec, ou en tout cas un post Insta où il remerciait la fanbase de UCLA. Il faut regarder si son agent qu'il a pris est un agent certifié NCA et dans ce cas-là il pourrait revenir à la fac. Si jamais c'est pas un agent certifié NCA, dans ce cas-là, si c'est un agent d'une grosse boîte style Clutch Sport et tout, lui ne peut pas faire marche arrière. Donc c'est la faute à surveiller, à vérifier. Et j'ai pas l'opportunité en direct, mais voilà. Voilà pour un peu le fonctionnement. Et bon, écoutez, ce soir le programme, si tout fonctionne, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Walker Kessler, le pivot de Auburn, qui a fait une deuxième saison hyper intéressante et tellement intéressante qu'on en parle potentiellement comme un premier tour de draft. C'est un pivot de très grande taille et sur Discord on m'a posé pas mal de questions dessus, notamment pour des équipes de fin de premier tour comme les copains de Dallas qui sont très intéressés par le profil et je comprends. Et donc on va essayer d'y répondre un peu ce soir. Alors je vais vous basculer sur la scène et encore une fois si jamais il y a des rames, etc., excusez-moi. Euh, Touk touk. Ok. Voilà, ça m'a blanchi le visage d'un coup. Je me suis éclairé avec mon écran blanc qui galère. C'est pas bon signe, hein. Si vous voyez trop mon front et mes rides de front, c'est vraiment que la machine elle mouline trop. Alors on va passer là-dessus. Voilà, je demande beaucoup PC en un seul coup. En plus, je vois que ce soir on est assez nombreux. Salut Luc Digno. Donc les premiers qui arrivent ils se disent ouais, c'est quoi la qualité de ce live dramatique. Alors c'est souvent une technique assez limitée, mais là on est vraiment sur le summum de la galère. Alors hop. Donc salut Ligno, bienvenue à toi sur ce live. Comme tu le vois, je dis toujours artisanal. Euh,
hop là, et attendez, je vais quand même juste mettre la petite caméra, histoire de dire, bouh, pour vous faire peur un petit peu. Donc Walker Kessler, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une deuxième saison NCAA, une première saison passée du côté de UNC, North Carolina, que l'on ne présente plus l'équipe, l'ancienne équipe de Michael Jordan par exemple. Une première saison où il joue très très peu. Vous le voyez, 8,8 minutes de temps de jeu par match alors que c'est une recrue 5 étoiles. Pourquoi? Parce que dans l'équipe, vous avez énormément de pivots. Vous avez Sharp, alors le pivot qui joue cette année du côté des Nets, hein, pas le prospect dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez abonnez-vous pour un meilleur PC, ça devrait être le slogan d'envergure, merci Justy. Il y avait Sharp, il y avait Baycott qui était encore là, donc une équipe très très chargée sur le poste intérieur, et du coup Walker Kessler en a fait les frais. Du coup, à la fin de la première année, il se dit bon bah je vais aller dans une équipe qui me donne un peu plus de temps de jeu, un peu plus de confiance, et il va rejoindre Bruce Pearl du côté d'Auburn. Lui, il est originaire de la Géorgie, donc il revient dans son état natal, il revient proche de la maison, et c'est une excellente saison. Il y a une explosion statistique, alors qui était attendue, hein, on en avait parlé dans les pivots à surveiller, mais qui est quand même assez surprenante. Vous voyez qu'il joue 26 minutes de temps de jeu par match parce qu'Auburn a une rotation assez profonde, on fait jouer beaucoup de gens. Il a 11,4 points, mais c'est pas là-dessus qu'on va l'attendre vraiment. C'est surtout sur les 8,1 rebonds. Et vous le voyez ici, la stat est exceptionnelle, 4,6 blocs. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur à peu près 20% de blocs. Quand il est sur le terrain, ça veut dire que 20% des paniers, quand il est sur le terrain, sont déviés par le joueur. Ce qui est exceptionnel, enfin ce qui est ouf. On n'avait pas vu ça depuis des noms que maintenant vous connaissez bien, style Hassan Whiteside ou le pivot, là dont je vais forcément oublier le nom, Larry Sanders du côté de Milwaukee. Alors on va espérer une carrière un peu plus longue que Larry Sanders vu qu'elle a été brève et étincelante. Et Hassan Whiteside, malgré les critiques qu'on peut en faire, est un joueur qui joue en NBA depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est pour vous situer le garçon. À côté de ça, vous avez aussi 1,1 style, donc c'est un joueur qui vraiment défensivement a ce qu'on appelle des stocks complets. Vous avez moins d'une passe, donc très peu de création, et on parle d'un pivot, donc c'est normal, même si je vous ai habitué les dernières semaines à avoir des pivots assez flashy balle en main. Une perte de balles seulement par match, ce qui veut dire que le joueur, malgré un rôle important dans son équipe, arrive à avoir des mains safe. 2,6 fautes, donc pour 26 minutes. On a un joueur qui arrive globalement à rester sur le terrain, même si on va voir dans les vidéos qu'il est souvent ciblé par les attaquants qui ont appris à utiliser ce corps massif pour pouvoir faire tomber des fautes. Donc là, comme on est sur une projection d'un joueur qui est amené, on vous le disait dans le titre, à être pivot d'une équipe NBA, rim protecteur, voire pivot titulaire, va falloir s'intéresser à ce problème de faute et voir dont il est, enfin, quelle en est sa cause et est-ce qu'il va pouvoir être résolu ou pas. Du côté des points, vous voyez qu'il prend 8 tirs par match, alors ça on s'en fiche un peu dans la répartition. Alors j'ai une petite notif, ça me fait toujours sursauter ce truc-là. Il faudrait que j'active les notifs sur mon retour comme ça. Donc vous voyez la répartition, on a beaucoup de 2 points, on est à 6,4 tentatives aux 2 points et on va voir qu'il y en a beaucoup près du cercle. Alors Axe nous follow, merci Axe et bienvenue à toi sur la chaîne d'envergure. 70% de réussite à 2 points, donc un joueur très efficace qui utilise très bien sa taille. Et puis vous l'avez ici, 1,5 3 points, 20%. Alors on pourrait se dire, bon bah c'est très anecdotique, le volume est très faible et l'efficacité vraiment basse. On va regarder que chez le joueur il y a du toucher, qu'il y a un vrai rôle à développer là-dessus pour écarter le jeu à terme, et on en parle comme un possible Brook Lopez-like. Et le volume et le pourcentage ne doivent pas comment dire, vous faire des conclusions trop hâtives sur le fait qu'il n'y a pas de tir chez ce joueur, même si on voit au lancer franc 60%, ce qui est très faible. Il y a un vrai axe là-dessus et c'est une de ses plus grosses valeurs dans ce qu'on peut appeler son stock, donc en gros ce qui le rend draftable. Pour parler du corps vite fait. Après on ira sur les stats avancées et après sur le clip, ce qui nous intéresse vraiment le plus. 216 cm, donc vous êtes sur, si je convertis dans le système américain, vous êtes sur du
pieds, 7 pieds 1. Vous avez une envergure de 126 cm. Donc alors 7 pieds 1 c'est plus grand que la moyenne NBA. Maintenant on est sur du 200, enfin du 2 m 10, donc du 6 pieds 11. Donc un peu plus grand que la moyenne NBA. Vous avez une wingspan, une envergure à 226 cm. Donc là on est sur du 7 pieds, si je ne dis pas de bêtises, 7 pieds 5. Donc vraiment des bras très très longs, vous voyez sur ce corps ici, puis on le verra après sur de la vidéo, j'essaierai de vous mettre une photo. Et sur la masse 111 kg, donc un beau bébé, un bon babar, avec déjà assez développé. Alors la photo ici est assez petite, mais on voit sur l'image que on a un joueur qui est pas tracé. On a un joueur qui a encore de la matière graisseuse, de la masse graisseuse qu'il va falloir transformer en masse musculaire. On a vraiment un corps qu'on peut travailler et on attendra les chiffres comme d'habitude au combine pour avoir le pourcentage de masse graisseuse. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le corps de Walker Kessler pour l'athlétisme. Alors, je vais pas réussir à dire ce mot, le rendre plus athlétique, le rendre plus fit, et on va voir que que c'est un problème qu'il a actuellement en NCA, ce manque de musculature, notamment vous voyez ici, alors je suis salaud, mais au niveau du bidou là, il y a un problème au niveau du bassin. Et du coup c'est très facilement ciblable par les extérieurs qui agressent au niveau de son centre de gravité, et ça le rend pour l'instant en difficulté. Voilà, pour aller sur les stats avancées, alors hop, je vous ouvre ça, mais que ça va galérer fort, 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 fort. Donc on va commencer par celle-là, c'est pas grave. Oh, yes. Alors, Auburn, 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 Auburn. Auburn, peut-être que si vous suivez un peu la NCAA, le nom vous parle. Cette année, il y avait un énorme prospect qui s'appelle Jabari Smith qui est là sur mon retour. Alors je vais baisser, même si Jedi il est pas là ce soir, je vais penser à faire dérouler un petit peu pour que ce soit pas caché par ma sale tête. Jabari Smith qui est un prospect attendu dans le top 3, top 5 si jamais ça y chute un petit peu, de la prochaine draft, qui était l'énorme recrue et qui a été la grosse révélation. Mais ces dernières années c'est Isaac Okoro entre autres à la draft, et Shuma Okeke qui joue du côté d'Orlando aussi. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs très athlétiques. L'an dernier, ils ont envoyé JT Thor à la draft et Sharif Cooper, donc vraiment toujours des joueurs très spectaculaires et une ambiance, je trouve, assez inégalable dans le circuit NCAA, alors que déjà le basket universitaire c'est complètement fou, c'est des gens en furie, etc. C'est de la passion, mais Auburn, la jungle comme on les appelle, la jungle d'Auburn, pour être dans mon québécois le plus parfait, c'est vraiment une expérience à regarder, à écouter, ils sont exceptionnels. Walker Kessler donc. Alors si vous connaissez pas le site, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux avec nous ce soir, donc merci encore hein, de nous rejoindre. Donc vous l'avez là, Hoopmat. Alors je vous mets les ressources ici. Hop là. On est parti. Ouais. Donc Hoopmat, c'est un site qui vous permet d'avoir la répartition des tirs d'un jour dans chaque secteur de jeu. Je vais encore baisser ma caméra. Non, c'est bon. Ouais. Dans chaque secteur de jeu, donc vous avez les tirs pris près du panier ici. Le nombre, enfin le pourcentage de tirs pris près du panier. Le pourcentage de long 2 points, donc le pull-up mi-distance et le jeu poste bas pour les intérieurs qui écartent un peu le jeu. Et enfin les 3 points, et à chaque fois pour chaque secteur de jeu, vous avez l'efficacité du joueur dans ce secteur-là. Hop, ici et ici, donc ouais, ici et ici. Et vous avez en fait il y a un indicateur pour savoir si les paniers marqués sont issus ou non d'une passe décisive, tout simplement, pour savoir si le joueur est capable de se créer ou pas son propre tir. Walker Kessler, que vous avez sur cette ligne là, quand on regarde ces tirs, on voit que c'est un joueur qui est globalement efficace. 70% qui sont pris près du cercle, donc une grosse dominance de tirs pris près du panier, avec 78% de réussite, donc supérieur largement à la moyenne NCAA qui est à peu près autour de 70%. C'est un joueur qui est très efficace, qui utilise bien sa taille et qui va pouvoir sanctionner notamment sur des rebonds offensifs. C'est pour ça que là on vous met 66% avec une passe décisive. C'est parce qu'en fait il y a énormément de tirs qui vont être pris chez ce joueur
après un rebond offensif avec un putback et du coup c'est pas considéré comme issu d'une passe d'ess, mais voilà, c'est pas de la création poste bas. Vous avez ensuite un petit peu de mi-distance et avec très peu d'efficacité, donc pour lui c'est vraiment en le regardant des moves pris poste bas qui vont l'écarter du panier, donc des bras roulés, des fadeaway qu'il maîtrise pas du tout. Là vous avez un joueur qui a assez peu de toucher près du cercle et assez peu de fondamentaux au niveau des pieds. Donc on va pas axer sur un pivot offensif à la Nikola Jokic ou en plus jeune à la Alperen Sengun qui sont des maîtres du poste bas avec deux niveaux d'âge et deux niveaux de joueurs écartés. Et enfin les 3 points uniquement catch and shoot, et vous le voyez que c'est 20% seulement de réussite, ce qui interroge. On pourrait se dire bon bah il est pas bon dans le tir, et on va regarder en fait pourquoi aussi peu d'efficacité et comment est-ce que ça pourrait se corriger. On va maintenant passer au clip parce que c'est ça qui est le plus important. Euh, alors, je vais vous lancer ça. Je vous ai préparé deux playlists en gros. Vous allez avoir de façon très sommaire une playlist défense, une playlist attaque. On a la majorité des clips de ce soir qui sont dans la playlist défensive. Parce que c'est ça en fait l'intérêt principal du jour, c'est sur ça que vous l'achetez. C'est ces 4,5 contre en 26 minutes seulement. Et ensuite on regardera la playlist offensive. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup? Ce serait exceptionnel ça. Inattendu, mais exceptionnel. Bon, en attendant que ça charge, comme d'hab, oh, incroyable, moins de 30 secondes. Donc comme d'habitude, je vais peut-être réduire la caméra. Ouais, je vais réduire la caméra parce que le but c'est quand même que vous voyez le basket. Je vais même disparaître. Salut à tous. Euh, Raté, bien joué ça. Hop là. Et on va couper le son avant de me faire DMCA par ESPN, ce serait sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder chez Walker Kessler? On va regarder sa capacité à protéger le panier, évidemment. Est-ce que le joueur peut ou non sortir sur différentes couvertures de pick and roll? Est-ce que le joueur est assez mobile latéralement? Est-ce qu'il encaisse bien les changements de direction? Est-ce qu'il encaisse bien les contacts? Est-ce que c'est vraiment une couverture très efficace sur pick and roll, mais un peu plus en difficulté ou non dans l'aide, loin du panier sur un second rideau? Et ensuite, sur ses qualités au rebond, est-ce que c'est un joueur qui va capter des rebonds parce qu'il est plus grand, évidemment, et que lui suffit de lever les bras pour les choper, ou bien il y a une intelligence de placement, il y a comment dire, il y a une sécurisation avec des écrans retard, des box out, ou non. Pour répondre à ces questions au début, et ensuite on passera sur le clip au ralenti, Walker Kessler, effectivement, c'est un rim protecteur exceptionnel par sa taille, par son sens du timing au contre. Il est capable de bloquer des deux mains, vous allez le voir. Et ce qui intéresse chez ce joueur aussi, c'est qu'il est capable, sur une couverture de pick and roll, de monter un peu sur les extérieurs et de les accompagner ensuite au niveau du panier pour venir les écraser contre la planche. C'est un joueur qui n'est pas obligé d'être campé dans sa raquette. Et on le voit capable de tenir des drives de la part d'ailier et d'intérieur, qui sont des drives un peu plus uniformes. C'est un joueur qui a été utilisé, comme vous pouvez le voir maintenant, sur du switch au niveau NCAA, même si c'est pas là-dessus qu'il est le plus en confiance. Mais vous voyez que lorsque le drive il est uniforme, je suis capable d'accompagner le porteur de balle jusqu'au cercle, je tiens sur mes appuis et je vais bloquer. Vous allez voir aussi au niveau du rebond, pour continuer sur les qualités, que c'est effectivement un mec très grand, mais c'est un mec qui sait se placer, toujours dans l'analyse pour voir où le ballon va tomber et où je dois me placer, qui peut sécuriser avec un écran retard et ça ne le gêne pas si c'est un autre coéquipier qui récupère la balle. Il jouait avec Jabari Smith, donc lui il a le numéro 13, hein, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Donc notre pivot géorgien qui est là, il a le numéro 13, il joue avec Jabari Smith, le 10 qui est un ailier fort pivot, qui j'espère jouera en pivot en NBA et qui est aussi un très gros rebondeur. Donc ça ne le gêne pas, notre ami Walker, de protéger le rebond, que ce soit un autre copain qui puisse récupérer la balle, notamment en extérieur, pour vite lancer la transition. Donc ça, c'est vraiment agréable dans un système NBA par la suite. Maintenant, il y a des défauts.
et il y a des défauts qu'il va falloir corriger si on espère avoir un titulaire. Notamment un problème dans le centre de gravité et un problème de musculature dans le bassin. Alors, on a un joueur très jeune qui a à peine 20 ans, enfin qui a 20 ans et qui aura dans sa première saison NBA 21 ans vu qu'il a déjà fait 2 saisons NCAA. Mais on voit que c'est un joueur qui a pris de la masse graisseuse, qui a mis du volume sur son corps, mais qui n'a pas athlétisé cette masse graisseuse. Et donc, lorsqu'il y a un changement de direction assez brutal, notamment près du panier, et qu'on peut mettre du contact sur son centre de gravité au niveau de son bassin, on arrive à le rentrer dedans, à le décaler et à finir. Et donc les équipes NCAA en fin de saison se sont adaptées à ça et l'ont beaucoup, là vous allez la voir ici, l'ont beaucoup attaqué sur son centre de gravité et ont beaucoup, là encore une fois, vous voyez, au niveau du coude et de l'épaule, on a beaucoup attaqué sur le changement de direction, on le pousse, on lui rentre dedans et on va trouver des fautes, on finit. Et ça, les joueurs NBA, ils vont très vite le remarquer et on pense aux athlètes, alors même extérieurs, les James Harden, les Luka Doncic, qui sont pas des monstres de vitesse, mais qui sont des corps de gabarits très puissants, ils vont aller l'attaquer là-dessus, ils vont faire tomber les fautes et ils vont aller marquer. Les DeMar DeRozan, pour parler, ou les mêmes Devin Booker, pour parler des joueurs qui sont actuellement en playoff, ils vont se faire hyper plaisir là-dessus, on va lui rentrer dedans, créer un contact et ensuite trouver la faute. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir développer. Est-ce que ça se résout? Oui. Alors je suis pas médecin du sport, c'est pas ma profession, mais là pour le coup il y a vraiment, on voit un travail de gainage et de renforcement niveau bassin à faire en y allant à son rythme, parce qu'on sait que c'est le genre de choses qui font casser un joueur, et ensuite on pourra exploiter le potentiel défensif du mec et utiliser ses atouts de longueur et de timing au compte pour avoir un protecteur de cercle complet. Euh, donc la projection, c'est de pouvoir avoir un mec à la Brook Lopez dans le registre défensif avec un peu de mobilité. On encaisse le contact, on bloque beaucoup et on fait le plaisir de ton équipe comme ça. On rappelle par exemple que alors dans les meilleurs défenseurs, hein, Rudy Gobert, lui, était arrivé beaucoup plus fin en NBA et ça lui avait pris du temps avant de devenir le Rudy Gobert défenseur de l'année, très athlétique, très très large. Bon là vous avez voilà une base physique et il n'y a plus qu'à rendre ça une corpulence de niveau NBA avec une hygiène de vie et les produits miraculeux que la ligue sait bien faire. Donc écoutez, je vous propose, on se met ça au ralenti. Hop, pour certaines actions, on va pas se faire les 60 actions parce que ça ferait un peu long. Et après, on passera à la partie offensive du joueur. Hop là. Excusez-moi, j'avais un message du patron. Hop là. Alors en grand c'est mieux. Voilà, j'ai dit en grand c'est mieux. Ok, on remet au début. Hop là. Donc là, vous voyez, lui, il va en bouffer des shakers MDR. Ouais, c'est clair. C'est clair. Lui, tu sais que quand on va en parler d'un morphologie, ah, on va vite engager un mec pour sa diète, on va le faire sécher à la salle et ça lui fera le plus grand bien. Donc là, défensivement, vous voyez la longueur de bras. On est sur un mec qui peut utiliser ses 120 cm d'envergure pour vraiment contrer, capable de contrer main gauche, de contrer main droite. On l'a vu ici. Là, sur la séquence entière, vous voyez qu'il y a une défense de prise de position poste bas. Je vais en second rideau. Et là, le backshot, plus compliqué. On est battu. Et s'il n'y avait pas la supérette de Jabari Smith ici, on était battu. Donc ça, on ne lui demandera pas de faire en NBA. Moi, j'ai préféré, sur la séquence d'avant, si on revient, de ne pas se donner comme ça. Hop, on va revenir ici. Voilà, là on est sur de l'aide, c'est ça qu'il va devoir faire, il est bien placé, il y a une très bonne passe en renversement, c'est Wendell Green ici
qui est pas dans la rota. Moi je préfère voilà, qu'il s'arrête là, qu'il utilise sa longueur de bras ici, hop, le bras gauche pour contester le tir, mais qu'il se donne pas un axe de drive là, parce qu'il va se faire exploser au niveau supérieur. Défense de pick and roll, vous voyez quand je vous disais capable de monter, donc là on peut remonter sur le porteur de balle et redescendre derrière, prendre la prise de position, être dans le second rideau et venir contester. Là vous voyez on a typiquement une séquence Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo représenté ici par Jabari Smith qui sera flatté de la comparaison et là Brook Lopez. Ça c'est typiquement les Bucks dans la projection qu'on pourrait avoir. Donc là on est vu de côté, je trouvais ça pas mal d'avoir une vue différente. Vous voyez au niveau de la rotation, je viens proposer une aide pour couper l'aide en drive, je viens proposer une seconde aide tout en cassant l'axe de passe ici. Et ensuite je viens reprendre mon joueur pour contrer derrière sous la raquette. Ça ici, très Rudy Gobert. Ouais, comme Gobert s'arrête plus tôt. C'est ça, va falloir... alors Rudy Gobert il se fait exposer en ce moment du Jazz, mais il se fait exposer aussi parce qu'il n'y a aucun premier rideau défensif à Utah et les mecs en branlent pas une. Mais effectivement, c'est un joueur que tu vas essayer de faire sortir de la raquette, Walker Kessler. Mais on voit qu'il y a quand même une mobilité assez intéressante pour pouvoir revenir dans l'axe. Donc on change pas de direction. Donc il va devoir donner une ligne de drive. Comme vous le voyez ici, je donne une ligne de drive pour pouvoir encaisser le contact. Et là, j'ai plus de problème. Donc on va jouer là-dessus. On va orienter les porteurs adverses sur une direction et on va les accompagner latéralement. Et là sur le switch, vous voyez encore une fois une orientation franche. On essaye d'orienter côté ligne de fond plutôt que dans l'axe. Et là, je vais encore reprendre latéralement et je vais tenir. Donc face à un joueur qui, comme les meilleurs, hein, James Harden, Kyrie, etc., sont capables de changer de direction, il sera beaucoup plus en difficulté, mais normalement il y a un premier rideau défensif, il doit donner le temps en fait à son premier rideau de revenir pour, pour après avoir une défense complète. Là, il est battu, vous voyez, sur du petit espace, petit périmètre, et qui va lui demander de tourner le bassin sous son cercle, c'est plus complexe pour lui. Donc là-dessus, on va le viser. Franchement, sans Gobert, Utah saison c'est Charlotte en défense. Bah ouais, ouais, clairement. Mais en fait, ce qui est assez ouf avec parenthèse Rudy Gobert hein, et Utah Jazz, c'est que les mecs font plus d'efforts défensifs quand Rudy est pas sur le terrain. Et quand Rudy sur le terrain, ils se disent bah c'est bon, il est là en second rideau et du coup ils en branlent plus une. Et quand c'est Hassan Whiteside qui rentre sur le terrain, bah tout de suite il y a plus d'efforts de fait. Donc voilà, parenthèse pour dire que ça dégoûte tout simplement. La pick and roll couverture, donc on voit que mon défenseur extérieur a été battu. Je viens contester le drive ici, j'utilise ma longueur de bras, vous voyez cette longueur qu'il a pour pouvoir contester le tir et au niveau des appuis, hop je reviens ici. Dans la verticalité, je rentre pas dans le cylindre de mon défenseur, donc il y a de l'intelligence de jeu là-dessus pour pouvoir contester un tir sans rentrer dans le défenseur parce que on voit, pour reprendre, alors je suis désolé, hein, j'utilise beaucoup DeMar DeRozan parce que j'ai le prisme Bulls en tant que fan des Bulls, mais les attaquants essaieront de lui rentrer dedans. Ce qui arrive très souvent sur les jeunes intérieurs qui se font souvent avoir. Lui, il a cette intelligence de rester vertical et de ne pas rentrer dans le cylindre des attaquants pour ne pas faire faute. Donc on voit un problème de faute, mais c'est plus un problème sous le cercle qu'un problème dans le tir. Donc là, on est sur une séquence en hands, donc double écran, successif. Hop, je viens switcher, je monte sur le porteur de balle extérieur. J'oriente dans une direction et là je suis battu par une accélération. Donc voilà, on va quand même essayer de le garder un maximum près du panier. Là je vous disais problème de musculature. Vous voyez alors, finalement il conteste bien main gauche, enfin c'est un joueur plus petit. Mais au niveau du bassin, il s'est fait rentrer dedans comme papa dans maman là. Regardez au niveau un coup de coude, on le fait reculer au niveau du bassin centre de gravité et derrière on va le repousser. Donc ça a développé, je l'ai dit plein de fois, hein, je vais pas faire trop de redites, mais renforcer absolument le, le bassin, gainer tout ça, absorber mieux le contact.
Ensuite, il va se faire tuer au début et pas que face à des porteurs élites. Ouais, face à tous les mecs qui vont réussir à changer de direction, donc quasiment tous les ball handlers NBA et tous les gars qui vont comprendre qu'il faut lui rentrer dans le bide. Mais c'est le problème de tous les pivots, hein, globalement. Il y a très peu de pivots qui arrivent à s'installer en NBA, sortant du système NCA pour, euh, pour encaisser le contact. Vraiment, c'est un point comment dire, assez commun. Alors, vous allez voir qu'en début de saison, il va mettre beaucoup de contre et il va pas avoir trop de fautes. Parce que comme d'habitude, jusqu'au All-Star Game, les défenses NBA s'adaptent pas, enfin les attaques NBA s'adaptent pas, et on va pas le cibler. Là, vous voyez comment. Alors on va le remettre celui-là, hein, je fais une petite pause, mais les attaques NBA s'adaptent pas et donc on va l'attaquer normalement. Au All-Star Break, normalement les équipes un peu compétitives, elles vont faire de la vidéo et elles vont voir qu'il y a un défaut là-dessus et à ce moment-là il va se faire attaquer. Donc en fait souvent pour moi, c'est ma théorie, hein, le rookie wall c'est pas que le joueur perd en régime, même si ça doit forcément jouer, surtout qu'il y a une adaptation sur les forces et les faiblesses des joueurs et qu'à ce moment-là du coup ils se font exposer. Et ce qui n'est pas le cas pendant la première moitié de saison. Et c'est pour ça qu'on attend sur la saison de sophomore pour avoir un vrai bilan, savoir si le joueur peut s'adapter ou pas et si il y a des trompe-l'œil qui sont vite mis en difficulté. Là, vous voyez, changement de direction. Keon Ellis, parce que. Non, Jedi Noté, pardon, Arkansas. Jedi Noté va venir mettre son petit coup de gauche en avant pour repousser le bassin et il explose au contact et il se fait battre. Il est vraiment pas rapide. Non, alors on parle d'un gabarit de 2,16 m, alors effectivement, c'est pas un athlète de ouf au global, hein, c'est pas un mec qui saute très haut, qui bouge très vite. Latéralement, je trouve que pour sa taille, c'est assez intéressant, mais que c'est vraiment un problème musculature, gainage. Là, changement de direction, il est battu, vous voyez comment il recule sur le moindre impact alors qu'il Jenny Doté lui rend 25 cm et facilement 30 kilos, hein. On avait vu, on a parlé des blocs, on a vu les steals, très bonne utilisation de sa longueur de bras pour contester les entrées de passe poste bas, venir du coup placer la main et derrière pouvoir lancer l'interception. Là j'en ai pris une où il va jouer le lay-up parce que la défense elle est pas en place derrière. Mais souvent il redonne le ballon à son coéquipier. Donc là on va alors dans une zone et il devient vraiment hyper intéressant en zone. Vous voyez la place qu'il prend, il change la géométrie des tirs de l'équipe adverse. Comme le fait très bien, encore une fois, les Brook Lopez, enfin comme le font très bien les Brook Lopez, les Rudy Gobert, ces gros joueurs très très imposants en contre. Donc voilà, il y a peut-être une option de l'utiliser, ou les Jarrett Allen effectivement, il y a peut-être une option de l'utiliser dans une zone. On sait que la zone elle redevient à la mode en NBA et tant mieux. Ça peut vraiment être une option très très intéressante avec Walker Kessler en encre défensive en bas. Au rebond, donc vous voyez, je vous ai dit, prenez beaucoup de rebonds. Ce que j'aime bien, c'est ici sur cette séquence-là, vous avez un box-out. On va empêcher le joueur adverse de prendre la position. Et même si derrière, c'est pas mon coéquipier qui récupère le rebond, ce qui va m'intéresser, c'est de donner la possession à mon équipe. Et donc là-dessus, aucun problème. Vous voyez par ici, pareil ici, je prends la position, je mets le contact sur mon dos, je l'encaisse bien, et derrière, je vais sécuriser la prise. Donc vraiment un rebondeur assez complet. Là, il va être plus en difficulté, je ne sais pas si on en verra ici. Donc là, encore une fois, un bon rebond. Ça va être sur les rebonds longs, évidemment. Euh, le temps de réaction est trop lent, il n'a pas la capacité à sortir sur les rebonds longs. Donc si une défense fait pas un effort collectif là-dessus, la plupart des tirs à 3 points qui vont ressortir loin, bah, vous voyez ici par exemple, il peut pas aller les chercher. Donc on peut avoir un phénomène à la Nikola Vucevic ou à la Niko Jokic, il y a encore quelques années, où tout ce qui sortait de l'axe de la peinture, bah, il pouvait pas aller les récupérer malgré sa taille et malgré son sens du placement au rebond. Alors voilà, beaucoup de rebonds offensifs où il a plus qu'à déposer. Plus en difficulté quand il récupère un rebond offensif loin du cercle pour pouvoir ensuite derrière remonter le ballon. C'est pas un joueur qui va poser le dribble au sol, mais ça va alors dans la partie offensive. Voilà, bon ça c'était pour la grosse partie défense. Donc la question, est-ce que notre ami
Walker Kessler, il peut être un pivot protecteur de cercle de niveau NBA totalement. Est-ce qu'il va pouvoir le faire dès sa première année? Je ne pense pas, parce qu'il va falloir mettre du temps pour renforcer ce corps encore une fois et s'adapter au rythme de la NBA. Mais à terme, on peut très bien espérer avoir un pivot dans une rotation et pourquoi pas titulaire en NBA, vu cette qualité de contre qu'il a. Maintenant, il va falloir que de l'autre côté du terrain, il soit aussi efficace et j'essaie d'amener mes transitions comme je peux et on va regarder ça tout de suite en attaque. Alors peut-être, je dis tout de suite, peut-être faire une parenthèse, petit RT vite fait, un petit tweet et on va pouvoir lancer ça. Vu son gabarit, il devrait pouvoir poser des écrans costauds quand même. Ah, tu vois, tu mets un petit teaser, tu mets de l'appetizing. Est-ce qu'il peut poser des bons écrans? Euh, Spoiler alerte, ça dépend. On va voir. On va voir ça. Je prépare juste le petit tweet, hein, excusez-moi, et on va enchaîner. Si vous avez des questions, vous me dites. Si vous avez d'autres remarques, même du hors sujet Walker Kessler, je prends avec plaisir. On est là pour vous, on est là pour la commu. Et, euh, et on peut vraiment s'autoriser des parenthèses. Euh, Après, il faut vraiment être un taré du type Mobley pour être un pivot élite en défense de la première saison. Ouais, clairement. Et Evan Mobley, on le répète encore une fois, mais a très fortement bénéficié de la présence de Jarrett Allen dans cette équipe des Cavs. On a vu que quand il a été décalé au poste 5, en absence de Jarrett Allen, ça a été un peu plus compliqué forcément, parce qu'il n'a pas encore l'épaisseur pour pouvoir défendre vraiment les gabarits de type pivot, mais il a le sens du placement. Souvent les pivots qui arrivent prêts et forts, c'est les mecs qui sont un peu plus undersized, parce qu'ils ont un centre de gravité, moi je trouve que ça joue beaucoup plus bas et donc ils encaissent mieux le contact sur les extérieurs NBA rapidement, et qui ont fait un parcours complet. Lui, il a fait que 2 saisons, dont une saison il a quasiment pas joué, donc je pense que le fait qu'il joue pas, ça a pu le mettre hors de forme aussi, parce qu'il a pas, il se disait qu'il allait pas rentrer sur le terrain de toute façon, donc peut-être qu'il y avait un manque de motivation à ce niveau-là. J'étais pas à UNC, mais en tant qu'être humain, je serais pas surpris que ce soit le cas. Et la deuxième chose, bah, avoir 21 ans, ton corps il est pas fini. Loin de là, par rapport à des mecs qui sortent seniors, qui ont 23, 24 ans maintenant, et qui vont pouvoir plus s'intégrer en NBA. C'est plus un pic de potentiel du coup, pour une équipe de Windows, c'est pas un choix idéal. Euh, Disons que je trouve que le potentiel, alors le potentiel défensif est là, mais on a actuellement en NBA peu de pivots vraiment traditionnels aussi grands que ça. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui vraiment fait un choix de créer un système défensif autour de lui à terme, et donc que ça va lui faire perdre de la valeur. C'est quasi sûr. Je pense pas qu'on puisse l'avoir à loterie. Et après, il faut voir est-ce que du coup il peut jouer directement. Alors une équipe Winner, on va être dans le 20-30 en gros, hein. Les équipes 20-30 qui vont vouloir aller avoir un joueur intéressant sur 4 ans mais qui peut jouer quand même. Et pour moi, il peut quand même rendre 15 minutes en NBA l'année prochaine. Je dis, il pourra pas jouer 30 minutes en tant que titulaire, il pourra pas jouer 28 minutes en tant que titulaire, mais il peut apporter 15-16 minutes. Et pour les équipes concernées, bah, Dallas par exemple, je pense pourrait faire une très belle opération en allant sur ce joueur. On a beaucoup d'équipes qui ont plusieurs second tours, enfin plusieurs pics au premier tour, donc pourquoi pas OKC qui manque de viande à l'intérieur, pourquoi pas les Spurs si jamais ils prennent pas un pivot avec leur pic en début de tour, qui ont plusieurs pics entre 20 et 30. Alan m'avait fait la remarque il y a pas longtemps qu'il y avait beaucoup d'équipes assez faibles qui avaient pas mal de pics entre 20 et 30. Donc pourquoi pas ces équipes-là. Chicago, moi je l'aimerais bien à la maison. Voilà. Touk touk touk. Alors, c'est pour souligner le fait qu'en réalité, s'il n'impacte pas défensivement dès l'an prochain, c'est pas un truc inquiétant ou quoi. Ouais, non, je pense que tu peux le faire jouer 15-16 minutes et avoir après genre 4 ans. Euh, on rappelle que un pivot remplaçant en NBA, ça coûte en moyenne 5 millions. Alors désolé, hein, si vous voyez ma face côté calvitie, je suis une Pokéball. C'est parce que j'ai mon retour de chat sur le PC à côté.
Donc on va peut-être juste faire ça pour éviter que je donne à chaque fois mon profil le moins chevelu. Hop, on va décaler un petit peu. Hop là. Je casse tout mais c'est pas grave. Donc ouais, un pivot backup ça coûte 5 millions par an en NBA. Un pivot de fin de premier tour ça coûte 1,7 million pour 4 ans, garantie avec les Birds derrière, donc c'est une opération à réfléchir. C'est haut pour le pic de Chicago vers 18-19. Oui, mais je pense que, alors je vais pas prêcher pour ma paroisse, hein, mais qu'on est dans une équipe où on est plus bas que ce qu'on aurait pu être avec beaucoup de blessures et que la logique ça va être de gagner tout de suite. Donc il y a plein de joueurs hein, que je serais très content d'accueillir, mais on a un vrai déficit sur le poste 5. Donc connaissant le GM Karnichovas et son appétence pour les intérieurs, on pense à Nikola Jokic, on pense à Nurkic, on pense par exemple, il y a qui encore dans les années un petit peu avant côté de Denver. Je me demande est-ce que Zik Nadji c'est pas lui à réfléchir. Mais voilà, on aime bien les intérieurs, on aime bien les joueurs un peu polyvalents, on aime bien on aller prendre nous des croates, etc. Ça se réfléchit, ça se réfléchit. En tout cas, ne soyez pas surpris si ça arrive. Je parierai pas contre. On va aller sur l'attaque. Allez, trêve de bavardage, pardon. On va aller sur l'attaque. Hop. Et on va parler justement de ces écrans et de ce pick and roll si fondamental dans le système NBA. Alors, offensivement, qu'est-ce qu'on va regarder pour un intérieur en général, hein. Est-ce qu'il peut jouer sur pick and roll? Est-ce qu'il peut poser des bons écrans? Donc des écrans qui vont créer un décalage, un écran qui va impacter le défenseur direct et qui va permettre d'avoir un surnombre numérique. Est-ce qu'il maîtrise différents types d'écrans, c'est-à-dire un écran franc, comme je dis, pour pouvoir vraiment enfoncer le défenseur extérieur, un slip roll pour rouler au panier et le pick and pop, du coup, pour écarter le jeu et tirer à 3 points. Ça veut dire qu'on va aussi regarder ensuite le tir extérieur. Est-ce qu'on a un joueur qui peut déclencher ou non depuis le périmètre? Est-ce que le tir au niveau de la vitesse, est-ce que le tir part rapidement? Est-ce que le tir part à distance NBA? Est-ce qu'il a confiance en ce tir à 3 points? Donc on va checker ça. Et ensuite on va aller voir si notre joueur il est capable de poser ou non sur pick and roll le ballon au sol sur un de dribble pour aller terminer. Est-ce qu'il peut finir main droite, main gauche? Et enfin, on va regarder si un joueur peut sur un mismatch, donc un switch sur un extérieur près du cercle, punir avec un minimum de fondamentaux offensifs. Pour donner des pistes de réponse qu'on va pouvoir regarder dans les clips que vous avez là, au niveau des écrans, je crois que tout à l'heure c'était alors Luc ou Alexander qui posait la question sur les screens. On est en NCAA et on est sur des pivots américains et ça implique des mauvais écrans parce que le système américain dans leur système de développement de formation ne prend plus le temps d'apprendre à ses intérieurs comment poser un écran qui fait mal et c'est une qualité qu'on retrouve plus souvent chez les joueurs de cursus européen. Et donc Walker Kessler dans ce moule-là n'utilise pas à mes yeux suffisamment ses qualités et son corps aussi massif pour pouvoir créer un surnombre. Maintenant, il y a quand même quelques séquences où on a vu qu'il a réussi à faire mal aux défenseurs extérieurs sur les plus petits gabarits et vraiment placer ses coudes et être bien ancré pour pouvoir punir. Et donc pour moi, il y a un développement intéressant qui va survenir sur ce secteur-là au niveau supérieur, donc je suis pas trop inquiet là-dessus. C'est un joueur qui maîtrise bien les trois niveaux d'écran, du coup, capable de le marquer, capable de le slipper pour rouler au cercle, et le pick and pop. Alors on lui a très souvent demandé de venir écarter le joueur du pick and pop, même si on lui a donné finalement que très peu de tirs à 3 points. Donc on lui a fait, voilà, vous allez le voir peut-être là, voilà. Ici, non, bon bah lui là non. Voilà, vous allez le voir mettre des écrans
et ensuite se mettre au niveau de la ligne à 3 points, et ensuite il va récupérer le ballon et il va faire une passe. On a peu vu de tir en confiance chez le joueur et ça explique les 20% d'adresse seulement, alors qu'il y a un vrai beau toucher, que il hésite pas, il a un tir qui a la vitesse NBA, qui a la distance NBA avec une mécanique correcte. Va falloir, je pense, de façon mentale et de façon répétitive, stabiliser la confiance qu'on donne dans le joueur pour pouvoir écarter le jeu et tirer à 3 points de façon régulière. Donc pour moi, c'est un mec qui doit, à la fin de son contrat rookie, être capable sur pick and pop de tourner à 34-35%. Et ça, s'il peut le faire, ça change tout au niveau de sa valeur offensive. Parce que vous allez voir que par son manque d'explosivité et par son manque de verticalité, donc explosivité donc dans l'axe panier-panier et de verticalité, donc vraiment tête au cercle, c'est pas un joueur qui va pouvoir faire du rim run, c'est pas un joueur qui va pouvoir récupérer des ballons par-dessus la défense à la Clint Capella et sanctionner. Donc je vois, on me parle de Dallas et de Moses Brown. Bah, Moses Brown, c'est voilà, typique de l'américain qui a pas appris à faire un écran avant et qui du coup sert à rien. Et il y en a beaucoup, hein. Franchement, pour ceux qui suivent tous les lives tous les vendredis, à chaque fois qu'on parle d'un pivot qui est américain qui joue ici, à chaque fois on fait le même constat en mode mais il s'est pas posé d'écran. Donc voilà. Mais s'il joue à Dallas, parce qu'on va, c'est une piste pour moi qui est vraiment très probable, Dallas, avec un Luka Doncic à la façon d'Aboban Marjanovic, on va pas pouvoir aller le chercher par-dessus et dunker. Maintenant, ce que j'aime bien chez le joueur, et vous le voyez là, c'est qu'il est capable de reconnaître un mismatch et que s'il y a un switch ou bien qu'il y a une rotation et qu'il tombe sur un plus petit, il sait très bien, alors j'ai coupé la caméra, mais se retourner face au panier, garder le ballon très haut pour pas que le défenseur extérieur plus petit puisse l'intercepter et juste le déposer dans le cercle. Et ça, on va lui demander de le faire. Et c'est encore une fois pour reprendre la comparaison Rudy Gobert, ce que Rudy Gobert réclamait du côté de Utah et ce que Rudy Gobert n'a pas réussi par exemple à faire sur le match 2 face au Jazz où il a eu beaucoup de ballons, beaucoup trop bas on est d'accord, hein, beaucoup de ballons dans les pieds, dans les chevilles et derrière il a eu de la difficulté à se retourner au panier et le rentrer dedans. Voilà, ça c'est quelque chose qui va devoir travailler notre ami Walker Kessler au niveau supérieur. Ça ressemble à un plot quand même. Alors effectivement quand il plante, il plante. Par contre, ce qui est cool, et encore une fois dans le terme de projection, et il y a un extrait qui le fait très bien, j'essaierai de vous le remonter, c'est qu'il y a les joueurs extérieurs un peu intelligents savent utiliser ce très gros corps, ce tronc, pour naviguer autour, tourner autour, et du coup, même si l'écran est mal posé, réussir à se créer un tir extérieur, un tir à mi-distance. Et Luka, James Harden, où est-ce qu'il pourrait tomber? Tuk Demar DeRozan, où on a dit côté Chicago, côté des Spurs, Dejounte Murray, excellent là-dessus, sont très 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 bons pour utiliser le corps de leur pivot, même si l'écran est mal posé, pour naviguer et se libérer du passage. Donc voilà. Au global, joueur de pick and roll assez intéressant, parce il est massif, écran à améliorer. Salut Naël, bienvenue à toi. On parle de Walker Kessler, le très grand pivot d'Auburn. Donc voilà, des écrans à améliorer, capable de finir sur un mismatch mais pas un joueur de poste bas, et un tir qui va être vraiment décisif pour lui, pour savoir si on va avoir un joueur qui peut espérer avoir une place dans le top 20 et un joueur qui bascule sur une fin de premier tour, second tour, et entre surtout un joueur titulaire NBA ou un remplaçant qui joue 15-16 minutes et du coup qui peut même ne pas jouer parce que il faut adapter la défense à ce corps aussi massif. Voilà, c'est pour le constat global. Donc si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, bah écoutez, on le prend maintenant avec grand plaisir. Et moi je vais remettre la caméra en attendant, pendant que je vais laisser ça tourner. Donc on va faire comme ça, hop, on va faire ça tout simplement. Et on va remettre les extraits ici. Puis bah si vous avez rien de
qui vous vient sur Walker Kessler, écoutez, on fera un petit jeu ensemble, on fera un petit tour du big board vite fait, et on se quittera là pour ce premier vendredi de live pendant les vacances, avant d'enchaîner sur 2 semaines, j'espère que j'arriverai à tenir assez complète avec plein de lives, avec notamment Paolo Banchero au programme, AJ Griffin, Kendall Brown, Jérémy Soran, euh, et quelques autres qu'on n'a pas encore traités, donc voilà. Bon bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le joueur, donc on va pouvoir fermer ça. Ah, ce que je vous ai pas montré, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, on commence d'habitude tout le temps par là, c'est sa position chez Envergure, pour voir où est-ce que les copains le situent et qu'est-ce qu'ils en disent. Alors on va revenir là-dessus. Pendant que mon plus grand vient vous faire un coucou. Ah, vas-y, fais ta star. Tu dis bonjour aux gens. Tu dis bonjour. Hop là. Ah oui, tu fais ta star, je sais. Je sais. Tu vas vraiment montrer tes faces à tout le monde comme ça? Oui, ça te dérange pas, toi t'as aucune pudeur. Bah non. Alors, ah oui, je vois au retour t'es photogénique, hein, mon grand. Dans le big board, perso, je l'ai en tout début de second tour. Ouais, bah c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Si tu crois pas au fait qu'il puisse tirer à terme et au fait qu'il puisse encaisser le contact, je comprends que tu l'aies au second tour. Tu préfères du Kamagate, Diabaté ou bien lui à drafter? Attends bonhomme, parce que j'ai mon grand là, vous voyez, qui me fait la misère parce que toi il veut des câlins et puis il veut manger aussi, je pense. Excusez-moi. Alors, je pense qu'il y a un écart entre Diabaté et Kessler d'un côté et Kamagaté de l'autre, où je pense que Kamagaté, Ismaël ne pourra être qu'un, et c'est déjà très bien, hein, un backup intérieur. Moussa, alors Moussa, on sait pas s'il va aller à la draft hein, cette année encore, c'est pas sûr, il y a moyen qu'il refasse une pige de plus en NCA. Moussa, il a la capacité à switcher sur les profils extérieurs, il a une capacité à poser un peu plus le ballon, il a un peu plus de maîtrise poste bas, capable de jouer ce qu'on appelle des dribble and off, donc peut-être un peu plus de versatilité dans le dribble, tout en restant une bête athlétique et un défenseur très intelligent. Donc il a tous les atouts du pivot NBA moderne, si ce n'est peut-être la taille et l'épaisseur, mais ça se développe, et la taille, je suis même pas sûr qu'il soit si petit que ça, faudrait qu'on vérifie pour Moussa. Donc moi j'ai Moussa un peu plus haut. Je vais vous mettre sur le retour pour avoir le board et vous pouvez l'avoir ici aussi. On va l'actualiser hein, pendant les vacances, puisqu'on va faire bientôt une émission. On va parler de notre board, on va faire une petite émission ensemble en live sur YouTube, je pense, avec toute l'équipe. Normalement, hop, bah oui, réfléchis, ce serait pas mal. Pour une fois dans ta vie, donc, notre ami, il est 20ème au global. Alors, vous l'avez du coup chez Alex. Alex, là, il l'a mis beaucoup plus haut, quoi. Est-ce qu'il l'a mis beaucoup plus haut? Je vais dézoomer. Il y a ma tête qui cache un petit peu, mais c'est pas très très grave. Alors, où est-ce qu'il est? Non, Alex l'a mis plus bas. C'est bizarre ça. Là, Ah non, d'accord, je comprends. Donc vous l'avez du coup chez Manu 21ème, vous l'avez chez Alan 21ème, vous l'avez chez Ben 26ème et chez moi vous l'avez 22ème. Donc on est tous à peu près d'accord sur le garçon. On l'a tous mis dans ce range de 20-30. Donc on est sur notre troisième tiers de pivot, dans l'idéal pivot titulaire NBA, aussi ce n'est bon remplaçant qui peut faire un peu carrière, sachant que la plupart des gars ne mettent pas en fin de premier tour des pivots backup, donc c'est qu'ils croient vraiment dans un potentiel de titulaire à terme. Et Alex l'a mis 34ème, donc début de second tour, il est un peu moins chaud que nous dessus, sachant que
très souvent, le range, on va dire 20, 40, c'est des joueurs qui sont assez proches. Ouais, merci Alexa34. Et Planet Draft Incoming, normalement, ouais, on va en avoir pas mal qui vont être tournés. On a un planning là qu'on a établi. Maintenant, va falloir essayer de le tenir, mais on a du contenu fort, fort, fort qui arrive, comme disent les jeunes. Je suis dramatique. Donc voilà, ouais, donc 20-40, c'est globalement des joueurs assez proches hein, dans nos têtes. Et y a pas un écart de ouf sur ces gars-là. Alors que Moussa Diabaté, où est-ce qu'on va le retrouver, notre ami Moussa? Alors 25e dans le consensus, moi je l'ai mis, vous voyez, il est 17e, donc border loterie. Alan, il l'a mis 16e, donc on l'a, lui et moi, tous les deux à peu près au même endroit. Manu l'a mis 28e, 27-28e. Alors peut-être que vous voyez pas du coup avec ma tête. Il est, voilà, et touk. Moussa Diabaté. Ouais, il est 29e chez Alex, et il est 27e, non 27e chez Manu, et je crois que c'est Ben, du coup, qui n'y croit pas, mais parce que Ben, c'est un rageux, parce que voilà, il en a marre des Français. À chaque fois, on le fait chier avec nos Français, lui, il veut ses Québécois, ses Canadiens. Donc où est-ce qu'il l'a mis, Ben? Je suis même pas sûr qu'il l'ait mis, tiens. Hop, alors, on va regarder ça comme ça, avec la technique. Diabaté, donc voilà, Ben l'a pas mis, ce qui fait que ça le fait chuter. Ça, ouais, Ben le draft pas. Alors je pense que s'il le met pas, c'est pas parce qu'il croit pas dans le garçon, c'est parce qu'il pense qu'il va rester à la en NCA, qu'il va rester à l'école comme il dit, et du coup il le met pas dans son classement. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il le fait chuter au global, mais de la même manière que vous voyez moi un Sharp qui a été mis. Où est-ce qu'il est notre ami Sharp? Et je suis aveugle ce soir, hein, excusez-moi. Est-ce qu'il est là? Ouais, voilà, il est 23e au global, tout le monde l'a mis très haut, sauf Ben et moi qui le draftons pas parce qu'on en a rien vu et qu'on préfère fermer nos bouches quand on sait pas. Là où je sais que Manu, Alan et Alex sont beaucoup plus friands de basket, dans le basket, comment dire, lycéen, et suivent des mecs très très jeunes, donc ont sûrement plus d'indicateurs intéressants, et donc l'ont mis beaucoup plus haut. Et il mise sur la grosse cote aussi, là où nous on se prononce pas. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on vraiment a un consensus, c'est que c'est intéressant de regarder pour chaque joueur. Et enfin, si on veut aller voir sur Walker Kessler, vous avez trois articles qui en parlent. Vous voyez, j'avais déjà fait un article il y a 6 mois avant la début de saison sur les pivots à surveiller. Et il était dedans. Et ensuite, Alan qui avait fait un article provocation, hein, comment Walker Kessler est devenu le joueur le plus important d'Auburn devant Jabari Smith pour justement cette capacité, comme vous voyez ici, à protéger le panier avec cette longueur. Vu que je suis fan de Dallas, je me demandais, c'est chaud parce qu'on switch beaucoup, ça passe avec Powell, Kleber, mais un type comme lui se fait cibler, c'est chaud. J'ai envie d'un pivot qui arrive, il mange 17 rebonds par match en 15 minutes. Vous prenez beaucoup de seconde chance. Alors c'est sûr que quand tu prends un Walker Kessler, t'adaptes ta défense. Tu vas pas défendre de la même manière avec Kessler qu'avec Powell ou Kleber. Mais je pense que vous avez un coach assez intelligent, Jason Kidd, qui a vu plusieurs systèmes défensifs, et que vous allez travailler sur si vous le prenez, sur quand Walker est sur le terrain, et ben on fait de la zone ou bien on drop, et quand c'est Norman Powell, on switch. Voilà, tu peux t'adapter, mais ça se travaille et ça à prendre en compte. Et c'est pour ça aussi que on dit que sa valeur elle peut baisser. Il y a des équipes qui n'ont pas envie de s'embarrasser avec ça, qui ont déjà des équipes très jeunes, qui changent de coach à l'intersaison et qui vont pas vouloir prendre un mec où il faudra avoir un playbook spécifique, enfin défensif spécifique pour lui et un playbook sans lui. Je pense à Charlotte qui vient de licencier James Borrego et qui a un problème de pivot. Je vois pas Charlotte aller prendre un Walker Kessler et dire voilà, on fait une défense avec PJ Washington poste 5 ou Montrezarel. On en a une autre avec Walker Kessler alors que le coach vient d'arriver. Ça à prendre en considération évidemment. Mais ce serait une vraie bonne pioche, hein, je pense. Kessler à Dallas, même si je préférerais peut-être Moussa Diabaté pour le côté athlétique et la relation avec Luka Doncic, mais dans tous les cas, ce serait une bonne pioche. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir.
on va pouvoir s'arrêter là. On peut se faire peut-être un petit quiz vite fait. Je regarde ce que j'ai sous le coude parce que Shosty nous en avait mis pas mal. Et puis j'espère que pour tous ceux qui avaient besoin d'un pivot, j'ai pu répondre à un besoin avec ce joueur. Alors je regarde ce qu'on peut avoir là. Toc toc, je vais essayer de trouver un... Je vais ouvrir mon Discord à côté. Donc n'hésitez pas à rejoindre Discord hein, d'ailleurs, notre groupe. On essaie d'être là à peu près tous les jours, on discute avec la communauté, etc. On s'amuse bien. Et puis comme d'habitude, euh, le compte Twitter de tous les membres d'envergure qui font un travail de ouf. Franchement, il y a un article ou un shooting report par jour. On essaie de vous accompagner jusqu'au bout. Et on fait, voilà. Attends, je mets un tunnel sur le Discord. Alors, je suis pas assez jeune. Je suis vraiment d'être une vieille personne. Donc, je sais pas ce que c'est un tunnel. Mais ah, ok, tu m'as fait remonter les. Tu m'as fait remonter les. Le. Comment dire, le quiz, c'est un amour. 26, ça me semble chaud qu'il tombe si bas. Alors franchement, non. Luc, c'est fortement possible parce que... alors, excuse-moi, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. C'est fortement possible parce qu'on a une draft avec énormément de pivots. T'as vraiment beaucoup de pivots, donc il y en a forcément qui vont tomber. T'as effectivement Jalen Duren en ACO, t'as Jabari Smith, Chet Holmgren, tu vas avoir John Butler, Moussa Diabaté possiblement, tu vas avoir, bah oui mon grand, tu vas avoir Walker Kessler, tu vas avoir Trevion Williams, tu vas avoir Jalen Williams, donc tu trouveras forcément un pivot intéressant. Il y en a un mec qui peut-être aurait pu dans une draft classique partir un peu plus haut et qui va tomber. Voilà. Alors faut que j'arrive à retrouver mon mot de passe Discord parce que je suis fait déconnecter sur PC. Non, c'est bon. Ok. Ouais, Coloco. Loïc, j'ai raté le gros Walker. Bah c'est pas grave, t'inquiète pas. Le replay va être disponible comme d'hab sur la chaîne Twitch et puis après on va l'exporter sur YouTube dans la semaine qui suit. Le temps que notre Nathan, notre monteur, fasse ça. Alors, on va pouvoir se mettre là. Merci encore Chosti hein, pour le quiz. J'ouvre ça et je le mets dans le chat. Tout, 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 tout. On va essayer aussi pour. Alors on le fera pas pour toutes les équipes et donc je pense pas qu'on le fera pour Dallas. Hein, excuse-nous vu que vous êtes une fan de premier tour, mais on va essayer de faire des lives. Comment dire, des lives où on va essayer de regarder quel joueur peut répondre à quel besoin d'une équipe. Donc des lives spécifiques à des équipes et on va ensuite faire normalement des lives où ah ça je l'ai déjà fait, je suis un cassos. Au moins ça me ferait faire un gros score. Alors, le deuxième c'est bon. Le deuxième ce sera bon. Hop. Oh tu me fais un up pour le premier, je mets le premier, hein. Tu sais je suis un bouffon. Hein. Un fonctionnaire ça fonctionne. Euh, ok. Donc on va faire celui-là. Et donc ouais je disais, on va faire des lives où on va regarder, on va prendre un profil, on va prendre les 3D et on va regarder tous les 3D possibles de la draft, et on va essayer de les classer et de donner leur spot. Donc voilà, on pourra peut-être, si tu veux savoir tous les rim protecteurs, il y a moyen qu'il y ait un live qui arrive vers la draft, une à deux semaines avant la draft, où on fait tous les rim protecteurs de la QV et leur range. Tu me dis quoi? Touk touk touk. Loïc, demain ça parle du chouchou Harrison, toi ou Envergure? Parce que on a fait un podcast sur Harrison Ingram, mais je sais pas s'il sort déjà demain. Ce serait cool, mais ce serait déjà, ce serait cool, ouais, ce serait cool. Et vous verrez que j'ai été hyper gentil avec Harrison Ingram. Vraiment, je l'adore ce joueur. J'y crois de ouf. Et c'est dommage que tu refuses de voir Ochai à côté de Isaac. En fait, le problème c'est que j'ai pas envie que tous mes chouchous aillent à Cleveland. Tu vois, il y a une rivalité Chicago-Cleveland et
Ça m'irait bien s'ils allaient autre part, quoi. No offense. À Dallas, ils ont déjà du mal de retirer de la masse graisseuse à Doncic. J'ai quelques doutes pour Kessler. Bah, normalement, ça va pas être le même traitement de faveur, hein. Je pense pas que Walker Kessler il pourra tirer la chicha, tu vois. Déjà parce qu'il l'avale. Mais, euh, mais je pense que pour un rookie moins talentueux, c'est possible. Alors bon, bah ça galère, hein. Je vais lancer le quiz, mais ça galère. Alors on a quoi? Est-ce qu'on peut nommer les top 5 pour chaque team les plus récents? Ok, trop bien, hyper intéressant. On va pouvoir se lancer ça, je vais donner un décompte. Je vais cacher ma tête du coup pour faire ça. Si ça sort demain, je suis trop heureux. Bah écoute, peut-être, ça dépendra de Nathan. Parce que c'est lui qui fait le plus gros du boulot là-dessus. Donc, en tout cas, c'était tourné. On a tourné Harrison Ingram et on a tourné Benedict Mathurin. Donc ça devrait sortir incessamment sous peu. Bon, on va pouvoir lancer. On se donne un petit timing. Donc si vous voulez le faire sans moi, bah, vous avez le lien dans le chat. Je le remets ici. Et vous dites merci à Shosti parce que c'est lui qui a régalé. Merci Shosti encore. Et donc vous coupez le son si vous voulez le faire sans moi et puis on se retrouve à la fin, une fois que j'aurai lancé le décompte et sinon on le fait ensemble avec plaisir. Alors on va faire un petit décompte quand je verrai que le PC me laisse lancer le quiz. Ok, bon bah on va se dire 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Du coup je dis c'est parti, je vais pouvoir le faire dans 45 ans. Alors Atlanta, le dernier, c'est celui qui a vu un lapin. Les Celtics, ok. Plus ça va être récent, plus je vais réussir. Les Hornets, oui. C'est facile, ça encore. Et j'en fais deux d'un coup. Ah, par contre, avec les lags, je vais pas réussir à pouvoir rentrer les joueurs horribles. Les Bulls, c'est bon. Les Cavs, les Cavs. Oh, il y a une erreur sur les Cavs. Il était pas. Ah bah non, je suis trop bête. C'est actualisé, c'est vrai. J'avais Okoro d'ailleurs en tête. Dallas, oui. Alors est-ce qu'il me compte celui-là ou il me compte le transfert du coup? Wow, le timer qui accélère d'un coup, c'est horrible. Non, ok, il veut celui-là alors. D'accord, Denver. Ok, bah je le finirai pas à temps à cause de mon timer qui est complètement fucked up, hein. Vous voyez que je passe de 6 minutes à 4 minutes 49 en 30 secondes. Detroit. Les Warriors, oui. Houston, oui. Les Pacers, on y reviendra plus tard parce qu'on est dans l'ancien temps là. Ah, quoique. Non, non, d'accord. Oh là là, le PC qui est en train de crever, putain, j'ai envie de mourir. Les Clippers. Non, ils ont fait plus tard que ça. Ok, on verra après. Les Grizzlies, oui, c'est bon. Miami. Ouais, les Bucks. Les Timberwolves. Les Nets. Oh là là, les Nets, aucune idée. Non, il est pas précis, lui. 2010. Aucune idée. Les Pels, oui, c'est bon. Les Knicks. Le Thunder, c'est assez ouf parce que ils sont en train de tanker comme des porcinets et ils ont vraiment pas de chance. Et on voit qu'ils ont pas pu drafter très très haut depuis aussi longtemps. C'est lui le dernier? Non. Alors du coup c'est lui. Ah putain.
Allez, t'inquiète pas, tu vas changer de PC bientôt, t'auras une prime. Le Magic, ouais, les Sixers. C'est quand le draft Combine? Alors je sais plus, la draft c'est le 23 juin. Ah mais non, pardon. Donc le draft Combine, je ne sais plus, faut regarder, ça doit déjà être disponible sur internet. Et on vous fera comme d'habitude les listes des workouts pour savoir qui voit qui, etc. Pour que vous puissiez suivre en gros si votre équipe elle est chaude sur un joueur ou non. On vous fera ça. Ah putain, je l'ai, mais à chaque fois je confonds avec la Marodome, donc ça me rend ouf. C'est pas la Marodome, mais c'est... Hugues. Bon, ça va me revenir. Mais celui qui a les genoux cassés, pris devant KD. Sacramento, oui, c'est lui. Les Spurs, du coup, ça doit être ça. Les Raptors, c'est mon amour. Ça marche bien. Utah. Ah non, Utah, c'est bon. Du 16 au 22 mai, merci Chostigal, tu régales. Utah, ça va être le Turc. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Oh, attends, ils ont pris qui en 2014? Ah, c'est... ouais, c'est ça. Et les Wizards... Ah non, en plus, je suis trop bête. Je sais qui c'est la voiture. Ok, et du coup, il nous reste qui? Alors, les Pacers... Oh, ouais, les Pacers, ça va être compliqué. Les Clippers... Ah, il me manque les plus vieux, hein, parce que c'est pas étonnant. Il me manque les Nets, il me manque les Pacers, les Clippers, et il me manque, putain, mais je n'ai que lui en tête qui a les genoux cassés, là. Oh là 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 là. La punching line. C'est pas la Marodome, mais ça ressemble. Greg. Ah putain. Ouais. Alors attends, c'est bon, je peux taper le truc là ou pas? Ouais, c'est bon, c'est ça. Greg Goden. Et donc, ouais, les Nets, les Pacers. Qui est-ce qu'ils ont pu drafter les Pacers? C'est pas O'Neal. Non. Ah, sauf s'il l'écrivent comme ça, mais. Il est facile celui-là, t'abuses. Tu parles de Greg Oden? Ah, je confonds toujours avec la Marodome, j'ai ce bug là, donc à chaque fois que je cherche à trouver Greg Oden, je tape la Marodome, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on parle de carrière gâchée. Et les Clippers, alors moi les Clippers j'ai à l'ancienne, non mais Elton One en plus c'est les Bulls en 99. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme choix de merde les Clippers en 2009? Qui a pu être une grosse loose? Ah, et les Nets en 2010. Oh, mon timer qui accélère d'un seul coup, en fait je vais plus avoir de temps du tout. Les Nets en 2010. Bon écoutez, on va passer non plus de trier pendant 40 ans, on va give up. Je sais qu'il faut don't ever give up, mais on va give up. Pas vraiment fan de merde, le Clippers 2009. Ah ouais? Alors attends, c'était qui? 2009, imbécile.
Imbécile. C'est si vieux que ça, Blake. Ça passe, hein. Ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas. Et Derek Favors en 2010, effectivement, exceptionnel choix ça. Ah ouais, ah ouais. Bon bah j'ai pas été bon. J'ai pas été bon sur Blake Griffin. J'aurais pu le trouver. J'aurais dû faire 28. J'aurais dû faire 28. J'ai été stupide. J'ai pas du tout pensé à Lob City. Rien que moi, 2009 dans ma tête, c'était encore les années pourries. Alors que effectivement après, il y a eu Lob City. Et Lob City a vraiment passé un coup de balai sur l'image qu'on avait des Clippers. C'est assez fou. Bon bah écoutez, c'était bien cool, on fait 27 sur 30, c'est pas mal. En tout cas, on est ok sur la dernière décennie. Ouais, sur la 2010-2022, on représente envergure. Après, l'ancien temps, les années 88, Rick Smith, voilà, moi la NBA à ce moment-là, je la suivais pas et je m'y intéresse, mais je retiens peu forcément les noms. J'ai commencé la NBA dans les années 2000. On est vers 2006-2007 à peu près. Donc voilà, fan des Bulls pendant les énormes années de Ben Gordon et Kirk Henrik. Et j'ai pas connu les années 90 de Jordan, donc voilà, ça a plus de mal à m'en souvenir. Bon bah c'était bien sympa. En tout cas c'était un live très très cool. On a eu pas mal de monde qui est arrivé, c'était cool. Et je vais répéter cool 40 heures parce que je suis vraiment fatigué. Je vais repasser en grand parce que ça a aucun intérêt de laisser en petit comme ça. Je vous dis, c'est quand même ouf que personne n'ait pu eu un top 5 de draft depuis plus de 30 ans. Bah, c'est le genre d'équipe, je pense, qui sait qu'elle n'a pas les moyens financiers pour faire du tanking. En tout cas, ils ont toujours été dans cette logique de on essaye d'accrocher les playoffs le plus possible, quoi. Et c'est très respectable et malheureusement, ça a les inconvénients de ne pas pouvoir avoir d'énormes potentiels, hormis des très bons coups comme Paul George, et ça te limite dans ta reconstruction, sachant que t'es pas un marché attractif, donc voilà, on voit qu'en NBA, c'est quand même idéal de faire un bon gros reboot de temps en temps, 1, 2 ans, le temps que tu trouves ton talent générationnel si t'as de la chance, et après tu rends l'équipe avec des bons vétérans un peu plus sexy, et ensuite tu deviens attractif, ce que les Bucks alors pour ceux qui suivent la NBA depuis pas longtemps, les Bucks c'est stylé en ce moment sur les 5 dernières années, mais avant les Bucks, ben voilà, c'était comme les Pacers ou comme le Jazz, etc. C'est pas des équipes, tu te dis waouh, je vais y aller trop bien. Et, euh, et voilà. Je vous dis du coup, alors peut-être avant vendredi prochain, j'espère avant vendredi prochain d'avoir le temps d'en refaire une. Et au programme que des gros joueurs là, on va essayer de vraiment faire que des gros joueurs. Merci à tous d'avoir été là ce soir, merci à tous pour votre interaction dans le chat, c'était trop bien. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à tout bientôt. Merci, good luck pour le match de ce soir, bah merci. Écoute, ce sera la surprise demain matin au réveil, je regarderai le replay. Et j'espère que Chicago aura une victoire et sinon